Un milliardaire fait semblant de dormir pour tester le fils de la femme de ménage noire pauvre. Et reste choqué en voyant le petit Gabriel, âgé de seulement 7 ans, s'approcher du coffre ouvert rempli de billets de 100 $. Edward Morrison fit semblant de s'endormir dans son fauteuil en cuir italien, mais gardait les yeux entr'ouverts, observant chaque mouvement du garçon à travers les fentes de ses paupières. Ce qui se passa dans les minutes suivantes allait changer à jamais la vie de tous les protagonistes de cette histoire. 3 semaines plus tôt, Edward avait découvert quelque chose qui avait ébranlé ses fondations. Quelqu'un volait des documents confidentiels de son bureau privé. En tant que PDG de Morrison Industries, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, il ne pouvait pas permettre de fuite. Sa paranoïa s'accrut lorsqu'il réalisa que seules des personnes très proches avaient accès à cet espace. La méfiance consumait ses pensées jour et nuit. Edward avait toujours été un homme calculateur. À 52 ans, il avait construit un empire milliardaire à partir de rien, mais le prix avait été élevé. 3 mariages détruits, des enfants qui le connaissaient à peine et une solitude qui faisait mal au cœur comme une blessure qui ne cicatrise jamais. Il avait perdu foi en l'humanité lorsque son meilleur ami et associé, Jonathan, l'avait trahi en volant des contrats millionnaires et en fuyant dans un autre pays. Depuis lors, Edward voyait le mal dans chaque sourire, l'intérêt dans chaque salut, le mensonge dans chaque mot de tendresse. Alors il décida de faire un test cruel à toutes les personnes ayant accès à son bureau. Il laisserait le coffre-fort intentionnellement ouvert, rempli d'argent, et ferait semblant de dormir pour observer leur réaction. Il avait déjà testé 3 cadres et 2 gardes. Tous avaient échoué misérablement, confirmant ses pires soupçons sur la nature humaine. Cet après-midi pluvieux de jeudi, c'était au tour de Carmela Santos, la femme qui nettoyait son bureau depuis 2 ans. Une veuve noire de 35 ans, mère célibataire travaillant dans 3 emplois pour subvenir aux besoins de son fils en bas âge. Edward ne lui avait jamais prêté beaucoup d'attention, mais désormais chaque mouvement serait analysé sous sa loupe impitoyable de méfiance. Le problème était que Carmela avait amené Gabriel, son fils de 7 ans, car l'école avait annulé les cours à cause d'un problème de plomberie. L'enfant devait rester tranquille dans un coin pendant que sa mère travaillait, mais Edward y vit une opportunité encore plus intéressante. Si les adultes étaient corrompus, que pouvait-on attendre d'un enfant qui grandit dans la pauvreté? Gabriel entra dans le bureau main dans la main avec Carmela, ses grands yeux curieux observant l'environnement luxueux. Il portait un t-shirt Spider-Man usé, des baskets avec des trous sur le côté et un sac à dos scolaire rafistolé avec du ruban adhésif. Ses cheveux crépus étaient soigneusement coiffés, et Edward remarqua à quel point sa mère s'était efforcée de le rendre présentable malgré les contraintes financières. « Reste tranquille ici, mon chéri. Maman doit travailler », murmura Carmela, en embrassant le front du garçon avant de chercher son matériel de nettoyage dans l'armoire du couloir. Edward ferma les yeux et relâcha son corps, faisant semblant de s'endormir profondément. Le coffre était stratégiquement placé, ouvert, avec des piles d'argent en vue. Toute personne normale serait tentée, surtout quelqu'un dont la famille vivait dans le besoin. Il attendit, le cœur battant à toute allure dans un mélange d'anticipation et de déception prévue. Gabriel resta immobile quelques minutes, observant les tableaux sur le mur, les étagères remplies de livres et de trophées. Puis, inévitablement, ses yeux rencontrèrent le coffre ouvert. Edward sentit un nœud dans l'estomac. Voilà, une autre confirmation que tous les êtres humains sont animés par la cupidité. L'enfant s'approcha lentement, et Edward se prépara à une nouvelle déception qui confirmerait ses pires théories sur l'humanité. À travers les fentes de ses yeux, il vit Gabriel s'arrêter devant le coffre, ses petites mains bougeant nerveusement. Mais alors, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Quelque chose qui fit qu'Edward remit en question tout ce qu'il croyait des gens. Gabriel n'étendit pas les mains pour prendre l'argent. À la place, il regarda autour de lui avec inquiétude, comme s'il cherchait quelqu'un à prévenir du problème qu'il avait trouvé. « Monsieur Edward » appela-t-il doucement, sa voix enfantine résonnant dans le bureau silencieux. Edward resta immobile, faisant semblant de dormir profondément, tandis que son cœur commençait à battre plus vite. Que voulait faire ce garçon? Son esprit rationnel pensait que c'était juste une stratégie, une manière intelligente de gagner la confiance avant d'agir. Gabriel s'approcha encore du fauteuil où Edward dormait, mais pas pour le réveiller et lui parler du coffre ouvert. Ce qu'il fit ensuite laissa le milliardaire complètement sans voix et planta la première graine d'une transformation qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez découvrir ce que Gabriel a fait pour surprendre autant d'Edward Morrison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de cette incroyable aventure de découverte. Gabriel sortit un mouchoir en papier de la poche de son pantalon et commença à organiser soigneusement les billets éparpillés dans le coffre-fort. Ses petites mains travaillaient avec délicatesse, empilant l'argent de manière ordonnée, comme si c'était quelque chose de naturel et nécessaire. Edward Morrison observait, en état de choc absolu, incapable de comprendre pleinement ce qu'il voyait.
Aucune des 5 personnes qu'il avait testées auparavant n'avait montré un tel comportement. Le garçon fredonnait doucement une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter en nettoyant la maison, complètement inconscient de l'impact de ses actions. Lorsqu'il eut fini d'organiser, Gabriel chercha quelque chose pour couvrir le coffre-fort et trouva un classeur de documents qu'il utilisa comme protection improvisée. Puis, il retourna dans son petit coin et sortit un livre de coloriage de son sac à dos, se comportant comme si rien ne s'était passé. Édouard continua de faire semblant de dormir, mais son esprit bouillonnait de questions. Comment un enfant de 7 ans, grandissant dans la pauvreté, pouvait-il résister à une telle tentation? Plus encore, pourquoi s'était-il préoccupé de protéger l'argent d'un inconnu? Ce geste simple défiait tout ce qu'il croyait sur la nature humaine, surtout après des années de trahison et de déception. Carmela revint 15 minutes plus tard, portant des produits de nettoyage et arborant un sourire fatigué mais sincère. Gabriel courut immédiatement vers elle, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Édouard tendit l'oreille, essayant de saisir la conversation, mais ne put entendre que des fragments. Coffre ouvert. Et papa au ciel. La réaction de Carmela fut immédiate et révélatrice. Au lieu de regarder le coffre-fort avec intérêt, elle montra une véritable inquiétude. Elle s'approcha d'Édouard avec précaution, vérifiant qu'il allait bien, chuchotant des paroles respectueuses pour tenter de le réveiller délicatement. Quand Édouard se réveilla, feignant la confusion, Carmela expliqua poliment la situation du coffre ouvert, suggérant qu'il devrait le fermer pour sa propre sécurité. « Monsieur Morrison, je vous prie de m'excuser de vous déranger, » dit Carmela d'une voix douce, « mais nous avons remarqué que votre coffre est ouvert. Il serait peut-être préférable de le fermer avant que quelqu'un n'entre ici. » Édouard fit semblant d'être surpris et remercia, observant attentivement les expressions de la mère et de l'enfant. Il n'y avait aucune cupidité dans leur regard, seulement une véritable préoccupation pour son bien-être. Pour la première fois depuis des années, Édouard ressentit quelque chose qu'il avait oublié exister, l'espoir dans la bonté humaine. Dans les jours suivants, Édouard ne put cesser de penser à l'épisode. Il commença à observer Carmela et Gabriel plus attentivement, découvrant des détails qui lui avaient auparavant échappé. La femme arrivait toujours une demi-heure plus tôt pour s'assurer que tout soit parfait, ne prenait jamais rien d'autre qu'un verre d'eau pendant qu'elle travaillait, et traitait chaque objet du bureau avec un soin presque révérencieux. Gabriel, quant à lui, se révélait être un enfant exceptionnel. Poli, curieux et mature pour son âge, il aidait toujours sa mère en portant des matériaux légers et ne touchait jamais à quoi que ce soit sans permission. Édouard découvrit, à travers des conversations informelles, que le garçon rêvait de devenir ingénieur, mais savait que sa famille n'avait pas les moyens de lui offrir une bonne éducation. La situation prit un tournant inattendu lorsque Vincent Sterling, vice-président de Morrison Industries, commença à adopter des comportements étranges. Édouard remarqua des regards de mépris chaque fois que Vincent croisait Carmela dans les couloirs, des commentaires acides sur certaines personnes qui ne devraient pas avoir accès à des zones sensibles de l'entreprise. Vincent Sterling était tout ce qu'Édouard avait été un jour, ambitieux, impitoyable et préjugé. Fils d'une famille traditionnelle, il laissait toujours entendre qu'il considérait certaines personnes comme inférieures, surtout en ce qui concerne la classe sociale et la couleur de peau. Édouard commença à soupçonner que Vincent pourrait être bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. La confirmation de ses soupçons arriva de manière brutale et inattendue. Lors d'une réunion exécutive, Vincent suggéra que tous les employés de nettoyage subissent des vérifications rigoureuses de leurs antécédents criminels, affirmant que les gens de ce type représentaient des risques pour la sécurité. Ces paroles étaient si évidentes qu'Édouard ressentit une nausée. « Nous devons protéger notre entreprise contre les éléments indésirables », dit Vincent, le regard froid fixé directement sur Édouard. « Surtout ceux qui ont accès à des informations privilégiées. » Édouard se rendit compte que Vincent n'était pas seulement préjugé, il mettait en place quelque chose de plus grand. La paranoïa qui le consumait autrefois avait désormais un objectif précis, mais cette fois, il ne s'agissait pas de se protéger lui-même, mais de protéger des personnes innocentes d'un prédateur dangereux. Cette nuit-là, Édouard prit une décision qui allait changer le cours de toute l'histoire. Il allait enquêter à fond sur Vincent Sterling, mais d'abord, il devait garantir la sécurité de Carmela et Gabriel. Ce qu'il découvrirait sur son vice-président dans les jours suivants révélerait un niveau de malveillance que même son esprit sceptique n'aurait pu imaginer. La bataille entre le bien et le mal ne faisait que commencer, et Edward Morrison avait enfin choisi son camp. Edward Morrison engagea discrètement Marcus Shen, ancien enquêteur du FBI, pour découvrir les véritables plans de Vincent Sterling. Ce que Marcus révéla en seulement une semaine d'enquête laissa Edward dans un état de choc total. Vincent ne se contentait pas d'être préjugé, il orchestrerait un plan élaboré pour détruire Carmela et s'approprier des informations confidentielles de l'entreprise. Vincent Sterling a eu accès à vos systèmes pendant des mois, expliqua Marcus lors d'une rencontre secrète dans un café éloigné de l'entreprise.
Il a planté de fausses preuves sur l'ordinateur de Carmela, des documents suggérant une fuite d'informations. Il attend juste le bon moment pour exécuter son plan. Édouard sentit son sang bouillir. Vincent avait utilisé sa paranoïa comme un écran de fumée, détournant l'attention pendant qu'il commettait ses propres crimes. Pire encore, il avait choisi Carmela comme bouc émissaire précisément parce qu'il savait qu'une femme noire et pauvre serait facilement accusée et difficilement défendue. Marcus continua de révéler des détails troublants. Vincent entretenait des contacts avec des entreprises concurrentes, vendait des informations privilégiées et utilisait sa position pour faire chanter des cadres subalternes. Le plan contre Carmela n'était que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus vaste de corruption qui menaçait de détruire Morrison Industries de l'intérieur. Il a un alibi parfait, avertit Marcus. Vincent a créé une narration dans laquelle vous apparaissez comme le PDG paranoïaque qui a enfin trouvé son coupable. Carmela sera sacrifiée pour cacher ses véritables crimes. Édouard prit une décision qui surprit même Marcus. Il ne se contenterait pas de démasquer Vincent, il le ferait d'une manière si publique et définitive qu'aucun futur stratagème ne serait possible. Il commença à planifier secrètement une opération impliquant des preuves irréfutables, de multiples témoins et une exposition qui détruirait Vincent complètement. Tout d'abord, Édouard installa des caméras cachées à des endroits stratégiques, avec l'aide d'une équipe de sécurité recommandée par Marcus. Chaque mouvement de Vincent serait documenté, chaque conversation enregistrée, chaque transaction suivie. Édouard constituait un dossier impossible à contester. Pendant ce temps, sans connaître le danger qui approchait, Carmela poursuivait son travail avec le même dévouement qu'à l'habitude. Gabriel l'accompagnait fréquemment, et Édouard commença à interagir davantage avec eux deux. Il découvrit que Carmela avait perdu son mari dans un accident de travail 2 ans auparavant et qu'elle se battait quotidiennement pour maintenir Gabriel à l'école, travaillant dans 3 emplois différents. « Mon fils est ma plus grande richesse », dit Carmela un après-midi, en organisant les livres sur l'étagère d'Édouard. « Il aura les opportunités que je n'ai jamais eues. Il étudiera, il réussira dans la vie. » Gabriel, quant à lui, continuait de surprendre Édouard par sa maturité. L'enfant avait commencé à aider d'autres camarades de classe en difficulté, partageant toujours son goûter avec ceux qui n'en avaient pas, faisant preuve d'une générosité qu'Édouard voyait rarement chez les adultes milliardaires. Le deuxième rebondissement arriva lorsqu'Édouard découvrit quelque chose d'encore plus choquant. Vincent n'agissait pas seul. Grâce aux enregistrements, Marcus identifia un réseau de corruption incluant 2 membres du conseil d'administration et un directeur financier. Vincent n'était que le visage public d'une conspiration beaucoup plus vaste visant à renverser Édouard et à prendre le contrôle total de Morrison Industries. « Il prévoit de vous accuser de mauvaise gestion », révéla Marcus. « L'affaire Carmela serait utilisée comme exemple de la manière dont vous avez perdu le contrôle de l'entreprise, permettant des fuites de sécurité. Une fois que vous serez hors jeu, Vincent deviendrait PDG. » Édouard réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la situation. Il ne s'agissait pas seulement de préjugés ou de corruption individuelle. C'était un coup corporatif élaboré qui détruirait non seulement son entreprise, mais aussi des dizaines de familles travailleuses comme celle de Carmela. Alors Édouard eut une idée brillante et risquée. Plutôt que de démasquer Vincent discrètement, il créerait une situation où Vincent se dévoilerait publiquement, devant journalistes, investisseurs et employés. Ce serait un moment de justice si définitif qu'aucun stratagème futur ne serait possible. Édouard commença à diffuser de fausses informations par des canaux qu'il savait surveillés par Vincent, le faisant croire que Carmela avait découvert quelque chose de compromettant et qu'elle comptait tout révéler. Vincent, désespéré, accélérait ses plans, tombant directement dans le piège qu'Édouard préparait. Le troisième bouclier narratif se forma lorsqu'Édouard découvrit un détail qui changerait tout. Gabriel avait dessiné quelque chose à l'école représentant des détails du bureau d'Édouard avec une précision impressionnante. La maîtresse avait félicité le dessin, mais Édouard reconnut quelque chose de troublant dans les annotations de l'enfant. Gabriel avait observé et mémorisé des choses qu'Édouard lui-même n'avait même pas remarquées dans son propre environnement de travail. Était-il possible qu'un enfant de 7 ans ait inconsciemment saisi des preuves qui pourraient être cruciales pour démasquer Vincent? Édouard décida d'examiner les dessins de Gabriel plus en profondeur, soupçonnant que l'innocence enfantine avait pu enregistrer des détails que la malice adulte avait tenté de cacher. Le piège était en cours de préparation, les pièces du jeu positionnées, et Édouard se sentait enfin maître de la situation. Vincent Sterling n'avait aucune idée que ses prochains mouvements le conduiraient directement à une exposition publique qui détruirait non seulement sa carrière, mais tout le réseau de corruption qu'il avait construit. Le jour de l'exécution arriva avec une précision chirurgicale que Édouard avait planifiée pendant des semaines. Vincent Sterling tomba dans le piège exactement comme prévu, croyant que Carmela avait découvert des documents compromettants et comptait les dénoncer. Désespéré, Vincent décida d'accélérer son plan, en plaçant une montre Rolex en or dans le chariot de nettoyage de Carmela pendant l'heure du déjeuner, lorsque le bureau était pratiquement vide.
Ce que Vincent ne savait pas, c'était qu'Édouard avait discrètement invité 3 journalistes d'investigation, 2 membres du conseil fiscal indépendant et le chef de la sécurité de l'entreprise à une réunion de routine qui coïnciderait par hasard avec le moment exact de son manège. Des caméras cachées capturaient chaque mouvement, chaque expression, chaque mot prononcé par Vincent. Gabriel était à nouveau dans le bureau, coloriant tranquillement dans son coin, lorsque sa mère découvrit la montre plantée. La réaction de Carmela fut dévastatrice. Elle commença à trembler, ses yeux se remplirent de larmes, et Édouard sentit sa poitrine se serrer en voyant la terreur authentique d'une personne innocente faussement accusée. « Je ne l'ai pas pris. Je jure devant Dieu que je ne l'ai pas pris. » répétait Carmela désespérément, la voix étranglée par l'émotion. Gabriel courut vers sa mère, enlaçant ses jambes, ne comprenant pas complètement ce qui se passait, mais ressentant son désespoir. C'est alors que Vincent Sterling fit son entrée triomphale, accompagné de 2 agents de sécurité, feignant surprise et indignation. Sa performance était impeccable, l'exécutif trahi, l'homme intègre découvrant un crime odieux. Édouard admira presque la qualité du jeu de Vincent, si ce n'était la pure malveillance qu'il voyait dans ses yeux. « Je le savais !» s'exclama Vincent théâtralement. « Je savais que nous ne pouvions pas faire confiance à ce genre de gens. Monsieur Morrison, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai tant insisté sur des vérifications rigoureuses. » Édouard resta calme, observant Vincent creuser sa propre tombe. Les journalistes captaient chaque mot, chaque geste préjugé, chaque démonstration d'arrogance que Vincent affichait. Marcus Chen, positionné stratégiquement dans la salle adjacente, contrôlait les enregistrements qui documentaient tout. Gabriel, cependant, surprit tout le monde une fois de plus. Le garçon se détacha des bras de sa mère et marcha directement vers Vincent, l'expression sérieuse et déterminée. D'une voix enfantine mais chargée d'une maturité impressionnante, il posa une question qui glaça le sang de Vincent. « Pourquoi avez-vous mis cette montre dans le sac de ma mère quand elle est allée chercher de l'eau » Le silence qui suivit fut assourdissant. Vincent pâlit instantanément, sa confiance disparaissant comme de la fumée. Édouard sentit un sourire se former sur ses lèvres. La 3e boucle narrative se refermait enfin. Les dessins de Gabriel à l'école montraient qu'il observait et mémorisait tout autour de lui avec une précision photographique. « Je ne sais pas de quoi parle cet enfant », bafouilla Vincent, mais son langage corporel le trahissait complètement. Gabriel continua, implacable dans son innocence, « Je dessine tout ce que je vois. La professeure a dit que j'avais une bonne mémoire. Vous avez pris la montre de votre poche et l'avez mise dans le chariot quand maman est sortie. » Édouard décida qu'il était temps de révéler ses cartes. Il se leva calmement et annonça « Messieurs les journalistes, membres du conseil, je voudrais présenter quelques preuves intéressantes sur ce qui s'est réellement passé ici. » Les écrans de la salle de réunion s'allumèrent simultanément, affichant des enregistrements clairs de Vincent plaçant la montre, des conversations téléphoniques où il vendait des informations confidentielles et des documents prouvant sa participation à des schémas de corruption qui duraient depuis des années. Le réseau de conspiration fut entièrement exposé, montrant comment Vincent avait manipulé des situations pour incriminer des employés innocents tout en volant des millions à l'entreprise. Vincent tenta de s'enfuir, mais les agents de sécurité loyaux à Édouard bloquaient déjà toutes les sorties. La vérité éclata comme une bombe, et Édouard ressentit une satisfaction profonde en voyant la justice enfin rendue. Les journalistes bombardèrent Vincent de questions, les flashs des caméras capturant son humiliation totale, et les membres du conseil discutaient déjà des mesures légales nécessaires. Carmela s'effondra en larmes, mais cette fois de soulagement. Gabriel restait dans ses bras, et Édouard s'approcha des deux avec une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. La petite famille avait été sa rédemption, montrant qu'il existait encore une bonté authentique dans le monde. « Je vous demande pardon à tous les deux, » dit Édouard, la voix tremblante. « Carmela, vous non seulement garderez votre emploi, mais vous assumerez une position de supervision dans notre équipe. Gabriel, j'ai une proposition éducative spéciale à discuter avec vous. » Vincent fut escorté par les agents de sécurité en criant des accusations vaines et des menaces désespérées. Sa chute fut aussi spectaculaire que son arrogance l'avait été. En quelques heures, la nouvelle se répandrait dans tous les médias, exposant non seulement ses crimes, mais tout le réseau de corruption qu'il avait construit. Édouard regarda Gabriel, qui souriait maintenant timidement, et sut que ce moment changerait à jamais non seulement leur vie, mais établirait une nouvelle norme de justice et d'intégrité dans son entreprise. La bataille était gagnée, mais les véritables transformations ne faisaient que commencer. 6 mois plus tard, Édouard Morrison se trouvait dans son bureau, observant une scène qu'il n'aurait jamais imaginé voir. Carmela Santos, désormais superviseur des ressources humaines, dirigeait une réunion avec 15 nouveaux employés, tous embauchés via le programme d'inclusion sociale qu'elle avait contribué à développer. Gabriel, assis à une table spéciale à côté de sa mère, dessinait tranquillement en attendant l'arrivée de son tuteur pour une nouvelle leçon.
La transformation avait été complète et surprenante. Vincent Sterling, après le scandale qui avait fait la une des journaux pendant des semaines, avait tout perdu. Fortune, statut, famille et dignité. Sa femme demanda le divorce publiquement, ses enfants changèrent de nom, et il faisait face à de multiples procès qui le conduiraient en prison pendant des années. Il devint un paria social, exemple parfait de la manière dont l'arrogance et les préjugés peuvent détruire complètement une vie. Édouard découvrit quelque chose de fascinant lors de l'enquête complète. Vincent avait secrètement détruit la vie de dizaines d'employés au fil des ans, choisissant toujours des personnes vulnérables comme cible. Des familles entières avaient été affectées par ces stratagèmes, des talents gaspillés, des rêves brisés. La justice tardive apporta réparation à beaucoup de ces victimes, qui avaient désormais de véritables opportunités pour reconstruire leur vie. Morrison Industries devint un modèle d'entreprise socialement responsable. Édouard mit en place des programmes de bourse pour les enfants des employés, créa un fonds d'urgence pour les familles en difficulté et établit des politiques strictes contre toute forme de discrimination. La productivité augmenta de manière exponentielle lorsque les employés commencèrent à travailler dans un environnement de respect et de valorisation réelle. Gabriel s'épanouit de manière extraordinaire. Avec accès à une éducation de qualité, il se révéla être un prodige en mathématiques et en ingénierie, tout en conservant sa bonté et sa générosité intactes. Il créa un petit groupe d'études pour aider ses camarades en difficulté, partageant toujours ses connaissances avec la même naturelle avec lequel il avait organisé l'argent dans le coffre plusieurs mois auparavant. Il a un don particulier, expliqua la docteure Elena Rodriguez, la psychologue éducative qui suivait Gabriel. Pas seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Il parvient à voir la bonté là où d'autres voient des problèmes, des solutions là où d'autres voient des obstacles. Carmela s'était également complètement transformée. La femme timide et peu sûre d'elle était devenue une leader respectée, connue pour son intégrité et sa capacité à inspirer les autres employés. Elle développa des programmes innovants de développement personnel qui bénéficièrent à des centaines de personnes. Son histoire de dépassement devint légendaire au sein de l'entreprise. Édouard réalisait ironiquement à quel point il avait été aveugle pendant si longtemps. Sa paranoïa l'avait empêché de voir les vraies menaces tout en se méfiant de personnes réellement bonnes. Vincent avait manipulé cette paranoïa à la perfection, l'utilisant comme bouclier pour ses propres crimes. La leçon fut douloureuse, mais transformatrice. Le quatrième loop narratif se résolut de manière touchante lorsqu'Édouard découvrit la véritable signification des dessins de Gabriel. L'enfant n'observait pas seulement des détails physiques, il captait les émotions, les intentions, l'essence des personnes. Ses dessins montraient Vincent avec des expressions sombres et des postures menaçantes, tandis qu'il représentait sa mère et Édouard avec des couleurs vives et des sourires sincères. Il dessine ce qu'il ressent des gens, expliqua la professeure de Gabriel. C'est comme s'il avait un radar émotionnel qui détecte instinctivement la bonté et la méchanceté. L'entreprise prospéra au-delà de toutes les attentes. Les investisseurs louaient la nouvelle culture organisationnelle, les clients montraient plus de fidélité, et Morrison Industries devint une référence en responsabilité sociale d'entreprise. Édouard découvrit que faire le bien n'était pas seulement moralement correct, mais également extraordinairement rentable. Un après-midi spécial, Édouard invita Carmela et Gabriel à dîner dans son manoir. Pour la première fois depuis des décennies, sa maison était remplie de rires sincères, de conversations chaleureuses et de la joie simple de personnes bonnes partageant des moments précieux. « Merci », dit Édouard à Carmela en observant Gabriel jouer dans le jardin. « Vous avez sauvé non seulement mon entreprise, mais aussi mon âme. » Carmela sourit avec la sagesse de celle qui connaît la véritable valeur des choses. « Monsieur Édouard, mon fils n'a rien fait d'extraordinaire ce jour-là. Il a simplement été élevé pour faire ce qui est juste, peu importe qui le regarde. » Édouard comprit profondément la leçon. La véritable intégrité ne dépend ni d'un public, ni d'une récompense, ni d'une reconnaissance. Gabriel avait organisé l'argent parce que c'était la bonne chose à faire, tout comme sa mère travaillait avec dévouement même lorsque personne ne valorisait ses efforts. Des mois plus tard, lorsque des journalistes demandaient quel était le secret de sa transformation d'entreprise, Édouard racontait toujours l'histoire du garçon qui avait organisé de l'argent dans un coffre lorsqu'il pensait que personne ne regardait. Il expliquait que les petits gestes de bonté ont un pouvoir infini pour transformer des vies, des entreprises et des sociétés entières. Vincent Sterling avait misé sur la méchanceté humaine et tout perdu. Gabriel Santos avait misé sur la bonté sans même savoir qu'il misait, et avait gagné un avenir brillant. La différence résidait dans le choix fondamental que chaque personne fait sur la façon de vivre sa vie. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir sur le pouvoir transformateur de la bonté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes montrant comment de petits gestes peuvent changer le monde.